Bonjour à tous, bienvenue à cette conférence intitulée L'intelligence artificielle, une révolution incontournable pour la société de demain et ses métiers. Et nous allons échanger sur l'intelligence artificielle, sans surprise, la révolution majeure qui s'annonce un petit peu dans notre société. On ne parle que d'intelligence artificielle, à l'image du salon Vivatech, où la plupart des stands parlaient d'IA. Nous avons souhaité échanger un petit peu sur les conséquences sur notre société, sur ce que cela vient modifier comme contour des mondes du travail, de l'innovation, ce que ça vient modifier en termes de prise de décision dans les mondes socio-économiques, et comment on utilise l'IA pour répondre aux défis économiques et technologiques du futur. Alors, cette révolution, on en entend sans cesse parler, on en a peur, ça représente parfois de la méconnaissance, beaucoup d'inquiétudes. Et comme le disait M. Hermeneux hier soir, je pense que ça ne doit susciter ni excès d'optimisme, ni excès de pessimisme. Et l'idée d'échanger aujourd'hui avec différents acteurs était de sortir un petit peu de la vision de la tech sur l'intelligence artificielle, mais essayer de voir l'appropriation par différents acteurs situés sur différents prismes du monde socio-économique de leur propre appropriation ou de comment ils l'utilisent au quotidien ou comment ils accompagnent les entreprises pour cela. Donc on a Antoine pour les présenter plus en détail, qui est directeur général d'Alouette, ingénieur centralien titulaire d'un master en sciences sociales de l'EHESS et docteur en philosophie de l'Université de Paris-Saclay. Michael je me permets, en physique. En physique, pardon. Bonjour à tous. Michael Cromier, délégué innovation chez BPI France, ingénieur en génie des systèmes industriels avec une spécialisation dans la conception des produits innovants. Il accompagne depuis 10 ans les entreprises innovantes dans le financement de l'innovation. Et puis Cyril Suire, docteur en informatique, dont les thématiques de recherche sont la recherche d'informations, le traitement automatique des langues et humanités numériques, maître de conférences en informatique au laboratoire L3I de La Rochelle Université. Je tiens à les remercier particulièrement d'être là pour échanger sur cette conférence et puis aussi pour les échanges qu'on a eus pour préparer la conférence. Je pense les échanges épistémologiques et philosophiques au sens large qui ont animé les débats sur ce qu'est le savoir au sens large. Donc merci d'être là. Ils sont aussi dans le cadre du salon dans différents stands, donc n'hésitez pas à venir les voir sur l'ensemble de la journée. Alors, si on commence par une question très générale, et afin de savoir un peu de quoi on parle, Antoine, si je te demande qu'est-ce que l'intelligence artificielle, est-ce que tu peux me donner ta vision de ce que c'est ? Bah écoute, avec plaisir, Natacha. Bonjour à tous, merci de l'invitation. Et je suis partiellement coupable de ton lapsus de tout à l'heure, donc je partage la responsabilité. L'intelligence artificielle, d'une manière assez générale, en fait, générique, et je pense que j'ai vu pas mal de jeunes qui, j'imagine, sont étudiants et potentiellement dans ces domaines, donc ça sera rien de nouveau pour eux. C'est simplement des systèmes qui cherchent à tirer parti des propriétés statistiques des jeux de données. Et il se trouve que quand on parle d'IA générative, ce qui se passe, c'est qu'on a des systèmes qui sont issus d'un champ de recherche qui s'appelle le NLP, le Natural Language Processing, qui ont vocation à reproduire de la syntaxe et de la grammaire. Pour entraîner ces systèmes, ce qu'on fait, c'est qu'on les expose en fait à des exemples de phrases qui sont considérées comme correctes, et il se trouve que sous certaines conditions, ils arrivent à reproduire du langage. Et en fait, le bonus de ça, c'est que comme on leur a fourni des phrases qui, en entraînement, a priori, avaient un sens, eh bien, on constate l'émergence de propriétés sémantiques des outputs de ces systèmes. Autrement dit, on a l'impression que les IA génératifs sont capables de produire du sens. Donc, tout ça, c'est pas très nouveau, en fait. Ce qui est nouveau, c'est la démocratisation de ces systèmes, c'est notre capacité à monter à l'échelle dans à la fois leur entraînement, leur mise à disposition. Mais cela dit, il y a un certain nombre de choses qui sont très nouvelles là-dedans. Et ce qui est très nouveau, c'est que ces systèmes semblent émuler certaines propriétés de nos processus cognitifs.
Pardon, tu veux reprendre ? Donc, je pense que pourquoi, selon toi, malgré le fait que ce soit si pas mature et si nouveau, ça suscite autant d'enthousiasme, de traction, et comment est-ce que ça transforme les mondes socio-économiques ? Alors peut-être juste, je voulais préciser, avant de répondre explicitement à ta question, mais je vais m'y atteler, que les processus que ça émule et qui ressemblent à nos manières de penser, c'est cette interface homme-machine en langage naturel, mais qui peut être aussi une interface machine-machine. C'est la capacité de ces systèmes à mobiliser les données d'une manière qui reproduit de la sérendipité, donc qui ressemble un peu à ce qu'on a nous quand on réfléchit puis on pense à un autre truc. Et enfin, c'est leur capacité à transposer à peu près correctement des concepts qu'on leur aurait pas expliqués. Donc ça, c'est juste un petit point d'explicitation de mon premier propos. Pour répondre à ta question sur pourquoi ça suscite autant d'enthousiasme ? Donc, en fait, ces systèmes, ils ne sont pas matures, ils ne produisent pas des solutions qui sont très efficaces encore aujourd'hui. Cela dit, ils ont en fait pour particularité de dessiner l'horizon d'une réponse à une problématique qui leur préexistait. Et cette problématique, c'est comment est-ce qu'on peut outiller correctement des nouvelles pratiques culturelles des savoirs. Alors ça a l'air un peu abstrait dit comme ça, mais c'est très concret. La façon dont on apprend, dont on comprend et dont on mobilise les connaissances et les compétences ont vraiment beaucoup évolué. Elles ont vraiment beaucoup évolué parce que notre capacité à stocker, à enregistrer de manière massive des données a explosé. Et en fait, on a aussi massifié notre capacité à accéder à ce contenu. Les individus, en réponse à ça, ils se sont adaptés dans leur manière d'exploiter, de manipuler leur savoir. Et ils sont passés d'un régime d'exploitation des connaissances et des compétences qui était plutôt un régime du just in case au just in time. Autrement dit, face à l'explosion de la quantité de données et à notre capacité à chaque instant à y accéder, il devient impossible de tout savoir au cas où, de tout comprendre au cas où. Mais par contre, il devient essentiel d'être capable, au moment voulu, juste à temps, d'assimiler ces connaissances pour les exploiter. Et comment ça transforme les entreprises et leurs enjeux économiques ? En fait, ça transforme les entreprises déjà parce que ça a transformé le marché du travail. Autrement dit, on travaille tous plus ou moins de cette façon-là, et plus on est jeune, plus on travaille quasiment exclusivement de cette façon-là. Je pense que Cyril élaborera plus tard. Donc ça, c'est la première chose. La seconde chose, c'est que ça a un impact assez fort dans la difficulté à transférer des expertises d'une population qui serait plus habituée à d'autres manières de fonctionner avec, disons, ces nouvelles pratiques. Et enfin, ça déplace le champ des compétences qu'on valorise dans un certain contexte. Autrement dit, là, ce qu'on valorise, c'est des choses qui sont plus plus méthodologiques et plus plastiques. Ce qu'on va valoriser, c'est la capacité à naviguer efficacement dans des index de connaissances, en fait, dans des sortes de bases de données, si on veut. Et puis, c'est la capacité à acquérir très, 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 très vite et de manière efficace, c'est-à-dire correctement, des compétences un peu en dernière minute. Plus généralement, en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a un déplacement de la frontière entre les savoirs qui sont plutôt souverains ou les compétences qui sont plutôt souveraines de l'homme et les compétences qui sont plutôt souveraines de la machine. Autrement dit, avec l'apparition de la calculatrice, on a considéré qu'on n'avait plus l'usage de ces salles avec des centaines de personnes, avec des règles à calcul qui faisaient les calculs pour l'ingénierie. Là, de la même manière, ça change un peu. Et en fait, on peut aller encore plus loin, et je m'arrête là. Après, on peut aller encore plus loin en se disant que ça réinterroge notre rapport à l'expertise. Est-ce qu'on voudrait d'une expertise qui soit plutôt artisanale ou qui soit plutôt industrialisable ? Et pour rebondir là-dessus, Michael, côté BPI, est-ce qu'il y aurait un état des lieux, ou en tout cas une visibilité sur l'appropriation de l'IA dans les entreprises ? Il faut que ça arrive qu'à moi, ce son derrière. Donc BPI France, donc la banque publique d'investissement, en fait, on a mené une étude en 2023 auprès de 40 000 entreprises, dirigeants et dirigeantes, plutôt cible TPE, PME.
Et en fait, cette étude a montré que 3/4, je dis bien 3/4 des entreprises n'utilisent pas l'IA. Alors, c'est un élément en fin de compte qui m'a interloqué quand j'ai préparé finalement cette conférence, puisque les experts nous annoncent que finalement il y a des vraies opportunités, il y a vraiment, on va dire, des réelles opportunités commerciales, on va dire process à utiliser l'IA pour tous les segments d'activité, pour toutes les entreprises, pour tous les secteurs. Or, on constate finalement qu'aujourd'hui, ce n'est pas utilisé au sein des entreprises. Sur cette étude, en fait, il a été montré que même plus de la majorité ne prévoyait pas d'utiliser l'IA à court terme et que 15% des dirigeantes et dirigeants d'entreprise interdisaient même l'usage de l'IA au sein de leur entreprise. Alors, il y a les éléments clés de cybersécurité et coûts élevés en fin de compte de cette technologie sont mis en avant, mais ce n'est pas les principaux facteurs. Les 2 premiers éléments, c'est manque de connaissances, manque de compétences. Donc, on revient finalement à cette notion qu'il est urgent d'investir pour accompagner cette transition, pour sensibiliser, on va dire, l'ensemble des acteurs. La secrétaire d'État en fait en charge de l'IA a annoncé un autre chiffre dernièrement, c'est 50% des Français sont sceptiques à l'utilisation de l'IA. C'est un chiffre qui doit nous interpeller et cette notion de sensibilisation est clé pour les prochaines semaines, les prochains mois, les prochaines années. Et pour rebondir là-dessus, en termes de compétences, production de compétences côté université, investir dans les compétences, si on se tourne vers La Rochelle Université, comment, en tant qu'enseignant-chercheur, et quelles sont les choses que vous mettez en place de formation auprès des étudiants pour acquérir ces nouvelles compétences et s'adapter à la société en mouvement? Oui, effectivement. Alors, peut-être pour rebondir sur ce que tu disais, effectivement, si 75% des entreprises, c'est ça, n'ont jamais utilisé l'IA, en revanche, nous, ce qu'on a constaté très vite, c'est qu'une proportion au moins équivalente, voire supérieure de nos étudiants avait tout à fait bien compris comment on utilisait l'IA. Et on a vu, je dirais, avant, pendant et après nos enseignements, le développement de cette technologie de manière stupéfiante en termes de rapidité. Elle s'est vraiment immiscée dans nos pratiques à une vitesse incroyable. Et donc au départ, il y a eu des réactions un peu épidermiques, qui ont eu un écho d'ailleurs dans les médias de certaines institutions qui ont décidé d'interdire l'usage de ChatGPT ou d'autres outils comme ça, des réactions de collègues qui sont revenus aux examens sur papier parce qu'à un moment il fallait évaluer des connaissances brutes, ce qui était sans doute le symptôme qui montrait qu'on n'enseignait soit pas la bonne chose, soit qu'on n'évaluait pas la bonne chose de mon point de vue à moi. Et partant de là, on s'est tous un peu calmés sur l'usage de ces outils-là. On a commencé à réfléchir pour constater qu'il y aurait sans doute dans le futur un décalage dans les compétences qu'on va chercher à faire acquérir à nos étudiants. Moi, j'enseigne l'informatique. Donc, mon métier, pendant très longtemps, était d'enseigner des objets techniques, comment j'écris des programmes, donc beaucoup de syntaxe, accompagné de concepts de fond qui sont nécessaires d'être maîtrisés par les jeunes générations. De plus en plus, les connaissances brutes, strictement liées à l'apprentissage de l'écriture et de la lecture du code, sont très faciles d'accès. Vous demandez ça à une IA générative, il va vous faire du code qui marche, il n'y a pas de difficulté. En revanche, pour l'acquisition des connaissances de fond, c'est plus complexe. Une des analogies que j'aime bien, c'est la différence entre acquérir une langue étrangère et se projeter dans la culture du pays qui parle cette langue. Si vous voulez vraiment vous fondre dans un pays étranger et avoir une maîtrise de sa culture et devenir un acteur de cette culture-là, vous devez nécessairement maîtriser les tenants et aboutissants linguistiques de la culture en question. En informatique, c'est différent maintenant. On peut très bien y avoir une solution qui marche techniquement, sans pour autant être capable de lire ou d'écrire le code qui fait fonctionner la solution. Et donc, quand on ne sait pas ni lire ni écrire le code, eh bien, on a du mal à comprendre les concepts de fond et agir sur la qualité de la solution. Donc en termes de formation, ça se traduit par des compétences qui vont peut-être être moins des compétences brutes, on va moins transmettre de l'information, mais en revanche, on va être plus chercher à accompagner le développement de compétences réflexives qui permet d'avoir une posture critique sur ce qu'on enseigne réellement. Ça, c'est mon premier point. Si tu m'en permets un deuxième, je dirais que l'état de la réflexion académique en ce moment est de constater que l'IA n'est pas du tout un objet strictement technique, donc elle ne concerne pas que les informaticiens. Là, vous avez invité un informaticien, donc forcément, je vais avoir un discours d'informaticien. Mais non, l'IA doit être enseignée dans toutes les disciplines, y compris les disciplines éloignées des sujets techniques. Les médecins vont utiliser de l'IA, les gens en sciences humaines vont utiliser de l'IA, les juristes vont utiliser de l'IA. Et donc, pour l'utiliser à la fois en responsabilité et pour éviter les biais potentiels, il faut apprendre aux gens comment c'est construit, comment ça fonctionne, comment c'est entraîné, par qui, etc. Donc, c'est absolument pas juste un objet technique.
Donc il y a toute une démarche pédagogique qui vise à créer des nouvelles modalités d'enseignement, souvent sous forme d'ateliers, qui permettent d'enseigner des concepts qui, par définition, sont techniques, mais à des gens qui sont éloignés du milieu strictement technologique. Et c'est là où je trouve que dans l'appropriation des savoir-faire ou des compétences des étudiants, côté alternance, comment ça, vous formez, je sais que la formation est aussi très pratique pour vos étudiants, qui a beaucoup de stages, parce que c'est des ressources humaines très demandées. Pour le coup, comment tu perçois, toi, en tant que responsable de formation aussi, l'attente des entreprises face à tes alternants? Mais je dirais que là, d'une certaine manière, je mesure le décalage que mon collègue ici mesure aussi. C'est-à-dire que les jeunes sont très déjà embarqués dans des processus cognitifs et d'acquisition de compétences qui sont différents. Or, dans les entreprises, ce qu'on constate pour l'instant, c'est qu'il n'y a pas un bouleversement majeur des sujets véritablement liés, qui sont confiés à nos étudiants. Il y a néanmoins des sujets qui embarquent des problématiques d'IA qui sont confiées à des alternants, y compris à Bac+3. Moi, j'enseigne dans un IUT, donc j'en ai vu. Et ce que je constate, c'est que c'est soit des sujets qui sont fournis par des grandes entreprises qui voient qu'il y a un virage à prendre, basiquement, et qui vont aller chercher des optimisations de coûts dans certains process. J'ai par exemple un étudiant dont la mission est d'aller améliorer un moteur de recherche. On a des juristes à l'intérieur de l'entreprise qui font beaucoup de recherches documentaires, donc il va introduire de l'IA là-dedans pour produire automatiquement des résumés et vérifier s'il y a un gain de productivité qui est associé à ça. Donc en termes de compétences, ça c'est intéressant parce que ça mobilise justement les compétences périphériques et réflexives que j'évoquais tout à l'heure, au sens où l'étudiant doit être capable de collaborer avec le métier, comprendre quels sont les besoins, développer une solution maintenable, fiable et évaluer sa solution. Et là, il est obligé d'avoir un regard critique sur l'objet qu'il a construit. La deuxième classe de mission d'alternance qui est confiée à nos étudiants, elle vient au contraire des startups qui là vont pas aller chercher nécessairement des optimisations ou des gains de coûts, des optimisations de process, mais plutôt des relais de croissance ou bien des barrières concurrentielles, et là qui vont fournir des sujets avec de l'IA. Autrement dit, il y a toute une espèce de ventre un peu mou là au milieu d'entreprises de moyenne dimension qui n'ont pas encore fourni de missions d'entreprise qui embarquent véritablement de l'IA, et là-dessus je te rejoins sur le constat. Et je pense aussi au regard de nos échanges que c'est d'un point de vue organisationnel que tout ça se joue. Donc si Antoine, je reviens vers toi et un petit peu plus sur Alouette et l'offre de la start-up. Ces modifications organisationnelles, comment vous les percevez, ces modifications organisationnelles nécessaires dans l'appropriation de cette innovation au sein des entreprises, comment vous la percevez chez Alouette et quelle est votre vision par rapport à ça ? Alors, je vais te taquiner un peu, je ne sais pas si c'est nécessaire, c'est une question stratégique et politique que chacun peut prendre à son niveau en fonction de ses dispositions. Et je voudrais revenir sur ce que tu disais, Cyril, sur cette histoire de ventre mou. Il faut quand même être conscient que ces technologies ne sont pas encore strictement matures. C'est d'ailleurs la raison d'être d'Alouette. Et donc, ça justifie aussi, à certains égards, ce que tu pointais... Ce que tu pointais sur le taux d'adoption, c'est que la valeur, elle est perçue, mais elle n'est pas encore réalisée dans un certain nombre de cas. Il y a de la valeur qui peut être réalisée dans certains sous-cas d'usage. Et là, par contre, il y a ces histoires d'éducation. Il y a aussi ces questions d'innovation. Comment est-ce qu'on rend ces technologies en pratique capables de réaliser la valeur qu'on imagine qu'elles ont. Cela dit, chez Alouette, on pense que cette transformation, c'est plus une opportunité qu'un risque. C'est une opportunité. Et c'est une opportunité qui devient très pressante sur certains types de métiers, qui sont des métiers qu'on connaît bien avec mon associé Bruno, que vous pouvez aussi croiser sur le stand, qui sont les métiers des industriels de la décarbonation, dans lesquels il y a des enjeux très forts de transfert de compétences, qui sont des compétences à la fois très, très, très précises et avec un haut niveau de complexité. La difficulté, c'est que dans ces industries, le maintien, juste le maintien, je ne parle même pas de l'expansion de ces compétences, mais le maintien de ces compétences est rendu très difficile, notamment par ce gap générationnel. Chez Alouette, on ne pense pas que des formations, ce soit la solution à ce problème. Pour toutes les raisons que Cyril a pointées et que j'avais commencé à tracer un peu plus tôt, qui est qu'en fait, le problème de fond, c'est pas que les gens savent pas apprendre ou savent pas noter, c'est juste que essentiellement, les générations, ou même à titre individuel, les personnes,
commencent à fonctionner différemment. Et notre ambition, c'est de les outiller pour ça, en produisant des systèmes qui sont capables d'interagir avec des experts, de les comprendre, et en fait de sortir l'expertise de l'individu seul pour la rendre mobilisable à la fois collectivement et de façon pérenne. Il y a un problème aussi d'asynchronicité qui est souvent évoqué dans les problématiques d'enseignement. Voilà, vous avez un peu l'idée, j'élabore pas. Et comment on compte faire ça ? On compte faire ça, en fait, en construisant non seulement des systèmes capables de comprendre, mais ensuite capables de rendre vraiment mobilisables et ses connaissances et ses compétences. Parce que quand on parle de compétences complexes comme faire la programmation, la planification, ou gérer le suivi de la planification d'une centrale nucléaire avec des cas d'usage, des plannings qui ont des profondeurs aberrantes, avec des codépendances entre les tâches qui sont en fait très techniques, qui dépendent à la fois de législation et d'autorisation de la SN, à la fois de retour d'expérience, tout étant pas si documenté que certaines personnes peuvent le prétendre dans ces industries. Il faut accompagner les gens, c'est inhumain, et il faut rendre ça efficace et pas juste que ce soit une sorte d'accès à un Wikipédia en ligne, quoi. Et au-delà du métier d'ingénieur de la décarbonation, si on prend un autre cas concret, comment l'IA vient modifier le métier d'enseignant-chercheur ? De chercheur, je ne sais pas, d'enseignant, je peux essayer de répondre. Et là, je partagerai un point de vue qui est strictement personnel. Les enseignants ne sont jamais d'accord entre eux. C'est quelque chose qui est assez connu et d'autres collègues pourraient sans doute avoir des opinions différentes. Moi, j'ai le sentiment que mon métier évolue surtout sur la posture. J'ai commencé à dire ça tout à l'heure, sans doute, où je suis de moins en moins en situation de me sentir utile quand je transmets de la connaissance. On a tous connu les cours magistraux à l'université, etc. J'ai l'impression que de plus en plus, c'est quelque chose qui n'est pas complètement inutile, mais qui en tout cas est un peu dépassé. Et je me vois plus dans un rôle de facilitateur pour aider les étudiants à comprendre véritablement le problème. Par exemple, quand on est en travaux dirigés ou en TP, moi j'ai l'impression que la bonne méthode actuellement, c'est de moins en moins donner de support informatifs, ou du moins qui sont dirigistes, mais plutôt d'arriver à poser le problème de la séance, d'accompagner les étudiants à découper ce problème global en problèmes plus petits. Et à partir du moment où on a bien fait ça, le problème il est suffisamment petit pour qu'on puisse à la limite questionner une IA de manière que ce soit intelligible pour elle et qu'elle puisse nous produire des solutions qui nous permettent d'expérimenter. Et ensuite, sur la base de ça, on peut discuter collectivement de la solution et apporter un retour critique sur ce qui a été mis en place. Donc c'est une forme finalement de facilitation, comme on pourrait faire dans des ateliers comme ça. Donc ça, c'est l'évolution vraiment primordiale que je vois. Je parlais tout à l'heure qu'on essayait de faire développer aux étudiants des compétences de collaboration. Les enseignants aussi vont apprendre à devoir collaborer avec des IA. Quand c'est bien réussi, ça donne des solutions assez innovantes du point de vue pédagogique. Je peux peut-être me permettre un exemple, Natacha. Il n'y a pas très longtemps, des collègues de Toulouse qui enseignent en sciences de gestion nous ont expliqué ça. Eux, pour enseigner dans leurs cours, ils ont besoin de mettre régulièrement leurs étudiants en situation de devoir interviewer des entrepreneurs. Pour réfléchir, ce n'est pas ma spécialité, mais à des questions de marché, de business plan, etc. Et évidemment, c'est difficile à organiser sur le terrain parce que les entrepreneurs sont des gens très occupés, j'imagine qu'on en a dans la salle, et ils n'ont pas un temps infini à mettre à disposition aux étudiants pour répondre. Donc ils se sont dit, on va entraîner un modèle d'IA générative à répondre comme un entrepreneur en lui donnant suffisamment de contexte pour qu'il puisse répondre en lui disant, par exemple, tu as 50 ans, tu as la tête d'un domaine viticole, etc. Voilà. Et donc, les étudiants discutent avec l'IA et obtiennent ce qu'on appelle un feedback immédiat par l'IA. Et ça, c'est très favorable à l'apprentissage. Donc, arriver à collaborer pour nous avec une IA et en tirer parti pour réduire le temps, tu appelais ça la synchronicité tout à l'heure, pour resynchroniser l'apprentissage avec un besoin immédiat est quelque chose d'intéressant. Donc voilà, le métier va évoluer dans ce sens-là où on va être à la fois facilitateur et on va apprendre à exploiter les modèles d'IA pour fluidifier l'apprentissage. Et en termes de facilitation, d'appropriation, comment la BPI accompagne les entreprises à se saisir de cette innovation technologique ? Peut-être déjà replacer qui est BPI France en fait. Donc c'est la Banque publique d'investissement. Nous sommes en fait un des bras opérateurs de l'État au service de l'économie française. Et dans ce cadre, finalement, BPI France a mené un plan strat finalement qui repose sur 3 piliers. Et le premier, finalement, vous n'allez pas être surpris pour une banque, c'est le financement. Financement auprès d'offreurs de solutions.
notamment pour accompagner en fait ces offres de solutions dans la faisabilité technologique de leur projet, faisabilité marché, juridique, jusqu'au lancement commercial en fait de l'innovation. Le deuxième point, c'est les entreprises en transition, c'est financer ces entreprises en transition avec des développements de process nouveaux pour eux. Deuxième pilier, c'est la sensibilisation. On met, on va dire, à disposition des e-learning directement en ligne, totalement gratuits. On met en place des ateliers, des événements autour de l'IA pour sensibiliser les dirigeants et dirigeantes d'entreprise. Troisième point, c'est l'accompagnement. Accompagner les dirigeants et dirigeantes d'entreprise sur le diagnostic, l'état de l'art technologique de leur process, et puis aller jusqu'à l'expérimentation. Je fais peut-être un petit focus sur cette dernière notion d'accompagnement. On a un programme en ce moment qui est le programme IA Booster, qui permet en fin de compte à une entreprise d'être accompagnée sur chaque étape de sa transition, de la sensibilisation, formation des collaborateurs, du diagnostic, pour savoir où j'en suis aujourd'hui de ma maturité par rapport à l'intégration de l'IA dans ma techno actuelle, du choix de la solution et puis de l'expérimentation. Donc c'est un parcours assez complet où on finance à 50% finalement cet accompagnement-là. Donc voilà, c'est sur ces trois piliers aujourd'hui qu'on mène de front pour faciliter finalement le déploiement et la démocratisation de l'IA dans le monde économique. Et il nous reste quelques minutes avant de conclure. J'aimerais qu'on refasse un petit tour de ce que chacun d'entre vous aimerait que le public retienne de votre vision de l'IA aujourd'hui, de ces grands enjeux. Donc en quelques mots, si on refait le tour, Michael, on continue avec toi. Oui, moi je dirais que en fait, alors c'est vrai que à chaque changement finalement, à chaque intégration de technologies nouvelles, d'innovation de rupture ou d'incrémental, il y a toujours pour un dirigeant et dirigeante d'entreprise la notion d'accompagnement de la conduite du changement. Ça intègre finalement des nouveaux process, des nouveaux modes de fonctionnement, et il faut être accompagné pour cela. Il faut anticiper et il faut mener une stratégie en fonction de cela. Donc voilà, le dernier mot de la fin, ce sera accompagnement pour la conduite du changement. Antoine ? Oui, moi je préfère vous laisser sur une question à méditer. Et sentez-vous libre de venir débattre de la réponse au stand d'Alouette plus tard cet après-midi. Je voudrais revenir sur cette question du rapport à l'expertise, de ce qu'on veut. Il est parfaitement légitime de considérer qu'on veut garder une part d'artisanat dans nos pratiques professionnelles. Il faut simplement se poser la question de où est-ce qu'on a envie de mettre son effort et quelles sont les activités qu'on trouve les plus valorisantes, les plus épanouissantes à pratiquer dans notre métier quand on a la chance de les sélectionner, ce n'est pas le cas de tout le monde. Et je vous invite du coup, quand vous considérez la problématique de l'IA et de des transformations qu'elle produit, à se demander est-ce que c'est si grave que j'industrialise telle partie de l'expertise qui fait tourner ma boîte, est-ce que c'est pas plus une opportunité de libérer du temps des gens pour faire d'autres choses qu'ils trouvent plus intéressantes, sachant que de toute façon ces systèmes requerront éternellement la supervision de personnes, d'individus, et sachant aussi que toutes les capacités sémantiques ou intellectuelles de ces systèmes finalement relèvent essentiellement de notre capacité à les nourrir à partir de notre capital humain, et que ça c'est de toute façon inépuisable. Donc voilà, réfléchissez peut-être à ces problématiques de cette manière-là, et pas seulement comme l'IA est soit une solution soit un ennemi. Voilà, je me permets de vous proposer cette piste-là. Cyril ? Moi, je me permettrais peut-être un parallèle que j'ai en tête depuis un petit moment entre la révolution entre guillemets de l'IA générative et celle du cloud computing, pour ceux qui connaissent dans la salle, parce que c'est dans une moindre échelle à peu près le même mécanisme, j'ai l'impression. En gros, quand le cloud computing a émergé, on a effacé ou rendu plus flou des frontières entre des métiers qui collaboraient jusqu'à présent, mais là où on a, d'une certaine manière, créé un métier nouveau qui a un mix entre les deux, d'un côté ceux qui écrivent du code informatique et de l'autre ceux qui s'occupent de le déployer, de le mettre en production. Avec le cloud, on a abstrait cette couche d'infrastructure, et donc pour les deux métiers, il y a eu la nécessité de collaborer, d'acquérir de nouvelles compétences et de rediscuter avec d'autres perspectives un certain nombre de points. Et là, on en est au point où finalement, on vit la même chose avec l'IA générative. On est en train d'abstraire autre chose, qui est l'écriture du code informatique, la production de connaissances, etc. Et donc, fondamentalement, la révolution est un peu la même. Donc, ça s'accompagne, ça, en termes de transformation pour l'entreprise,
Mais on a du recul. Et comme on a du recul sur le cloud, on a des leçons à en tirer. On sait que ça a été difficile pour certaines équipes, mais il faut bien les accompagner, puis finalement, ça se passe bien. La vraie différence entre cette révolution-là et celle de l'IA, c'est que le cloud computing, ça n'a touché que les métiers de la tech au sens large, du numérique. Et ce sont des milieux qui savent qu'il faut être en veille technologique parce que fondamentalement, on sait que la technologie, elle évolue. Donc on avait cette culture de faire de la veille et de s'adapter tout le temps. L'IA générative, elle va toucher des secteurs potentiellement moins habitués à avoir cette culture de la veille et cette culture du changement. Et c'est là où l'effort d'accompagnement, et je vous laisserai avec ça, sera sans doute nécessaire. Donc ayez une culture de la veille. Pour conclure, j'aimerais rebondir sur la question de Catherine Lardy hier lors d'une conférence qu'il y a eu sur l'IA et la parité juste ici. Je trouve que, et globalement sur nos échanges, et ce qu'on peut retenir au-delà de l'appropriation, de l'accompagnement, de l'appropriation diversifiée des différents métiers, je pense que ce qu'on a essayé de faire à partir de votre propre expérience, c'est aussi apporter des données empiriques à ce qu'est l'IA et à son appropriation au sens large, pas rester que d'un point de vue tech et aussi y réfléchir à partir de l'appropriation humaine, en sciences humaines au sens large, de ce qu'est cet outil et de ce qu'il fait au métier, de ce qu'il fait au monde du travail et comment il nous transforme et comment on accompagne à cette transformation. Je me dois, avant de conclure, de dire qu'il nous reste 8 minutes pour les questions, mais que vous pouvez retrouver Cyril pour échanger plus amplement de tout ce qu'on vient de dire ici avec le L3I qui a un stand côté cyberpunk. Donc vous pourrez échanger avec eux des projets qui sont menés par le L3I avec les entreprises d'un point de vue très concret, de l'IA au sens large, mais aussi de l'informatique. Et puis vous pouvez retrouver Antoine sur le stand Alouette avec son cofondateur Bruno du côté de l'intelligence artificielle. Et moi, je serai du côté de Altae, soit sur le stand Altae, soit sur le stand Phoenix. Donc en tout cas, même si on n'a pas le temps d'un maximum de questions, on pourra de toute façon échanger avec vous sur le reste de la journée. Avez-vous des questions ? Bonjour, moi j'avais une question. Comme vous le savez, au mois de février 2025, il va y avoir un sommet international organisé par l'Élysée sur l'action sur l'IA. Et moi, ma question toute simple, c'est quelles sont, vos contributions, vos propositions, que ce soit BPI France, que ce soit l'enseignement supérieur ou bien le réseau de Alouette avec les différentes InsurTech, pour justement contribuer, car il y a 5 thèmes principaux. Il y a un thème sur notamment le futur du travail avec l'IA. Je me jette à l'eau et ça vous laisse le temps de méditer la question. Bonjour, merci de votre question. Déjà, ma première remarque serait, c'est très bien qu'il y ait des réflexions à l'Élysée. Je pense qu'il ne faut pas attendre février 2025, c'est ça, pour contribuer. Et je pense que tout l'écosystème des personnes qui côtoient ces technologies, en fait, au sens large, fondent déjà, ou en tout cas nourrissent déjà une réflexion qui est quand même qui commence à être assez poussée, qui n'est pas forcément très structurée. Je ne sais pas si c'est un problème. Je pense que le propos qu'on vient de déployer devant vous ensemble le montre, en fait. Donc ça, c'est ma première remarque. Ma seconde remarque, c'est, en tout cas pour Alouette, on est en contact avec des gens qui font partie de la commission numérique. Vous trouverez le nom exact, vous le connaissez mieux que moi probablement. Et donc on discute avec des gens qui ensuite siègent dans ces grands comités de réflexion. Les réflexions sont assez poussées et portent par exemple sur les transformations du monde du travail, sur la question de la propriété du savoir-faire. On peut se demander, on collecte depuis de nombreuses années en fait dans nos systèmes, dans les infrastructures numériques en fait des systèmes des entreprises, on collecte des données sur la manière dont chaque employé fréquente ces données, comment il les exploite, quand est-ce qu'il y accède, etc. Donc on a toutes ces métadonnées qui sont en général vastes, qui sont parfois faciles à réexploiter, parfois absolument impossibles à réexploiter derrière.
et c'est vrai aussi ensuite à titre individuel dans notre vie privée quand on navigue l'Internet. Et la question qu'on peut se poser, c'est finalement si à partir de cette trajectoire, de cette histoire, de la manière dont nous on utilise les documents, on peut extraire quelque chose, ce quelque chose, à qui il appartient? Est-ce qu'il appartient à l'entreprise? Est-ce qu'il appartient à l'employé? La réponse, c'est probablement qu'il appartient aux deux quelque part, parce que si ce sont des documents qui sont propriété de l'entreprise et qui sont produits dans le cadre d'une activité salariée, alors effectivement ça appartient à l'entreprise. Cela dit, quand l'employé quitte l'entreprise, tout ce savoir-faire, cette histoire personnelle, qui est une sorte de retour d'expérience de sa trajectoire intellectuelle, il va vouloir... ou en tout cas, il serait légitime à réclamer d'en avoir une forme d'usage. Et donc là, il y a toute une réflexion. Nous, chez Alouette, en termes de productivisation de cette problématique, justement, on veut produire des systèmes qui aident les individus à exporter ce savoir-faire qui est produit par la machine, de par leur utilisation de la machine, et à l'exporter d'une manière qui le rende... raisonnablement open source et exploitable dans le cadre d'autres systèmes. Et je pense que la réponse technologique à cette question, ce sera la création d'un écosystème de solutions qui permettent d'exploiter ce que vous pourriez qualifier d'une sorte de digital twin de votre vie technologique. Voilà. Je vais tenter de répondre à la question juste pour Langue BPI France. Déjà, ce qu'il faut se dire, c'est que BPI France, en fait, on est une banque au service des entrepreneurs. Donc en fait, notre angle, ça sera vraiment d'accompagner en fait l'ensemble des entreprises. Et finalement, c'est vrai qu'il y a un angle 2025, mais on est déjà dans l'action en fait. C'est pour ça que j'ai reprécisé finalement les trois piliers, c'est-à-dire sensibilisation, financement et accompagnement. En fait, ça, c'est pas le futur, c'est pas des projets, on va dire prospectivistes, c'est maintenant et c'est même historique en fait qu'on a déjà mis en place ces piliers-là. Donc, je tente de répondre à cette question. On est d'ores et déjà dans l'action justement pour essayer de démocratiser en fin de compte cette technologie. Voilà, pour répondre à la question. Oui, moi je pense que dans un contexte comme celui-ci, je me bornerai à rappeler que c'est une problématique qui doit nécessairement être envisagée sous l'angle interdisciplinaire. On entend trop souvent des postures qui sont très techniciennes, techno-solutionnistes et tout ce qu'on veut sur l'IA. Et mon expérience, mais pas seulement, enfin, sur les compétences, on ne les développe bien que quand elles sont envisagées dans une perspective qui est plus globale sur le plan disciplinaire. Donc je pense que je m'attacherai à porter plutôt un discours comme ça. Merci beaucoup pour vos différentes interventions et les éclairages. Alors moi j'aurais une question et un exemple d'application. Quel est votre avis sur notre degré de tolérance sur ce que j'appellerais, alors ce qu'on appelle les hallucinations sur les IA génératives textuelles, mais ce que moi j'appellerais le syndrome du lycéen pipoteur, en fait, c'est-à-dire que ça semble juste et vrai, mais une fois sur... je n'ai pas de stats, mais souvent, ça dit n'importe quoi, mais avec la bonne forme. Et c'est un peu, il y a un effet gueule de bois, c'est-à-dire qu'on a bu 3 whisky, on a une idée géniale, et puis le lendemain, on se dit, ouais, c'était pas ouf, voire c'était faux. Et dans le monde du travail, alors l'exemple que je peux vous donner, c'est que moi je suis designer et on fait des interviews utilisateurs. Parfois, on en a un gros corpus, on en a 25. On fait tourner un moteur qui va analyser ces textes et on lui demande de nous sortir des citations exactes pour illustrer un fait. On a vraiment constaté qu'il en inventait, qui était parfaitement réaliste. Alors là, en l'occurrence, c'était Copilote, mais je pense que d'autres le feraient. Sauf que si on ne revérifie pas, et vous l'avez beaucoup abordé, ce besoin de supervision, mais surtout, moi, ce qui m'intéresse, c'est comment vous imaginez le degré de confiance qu'on doit avoir, sachant que l'IA, elle ne fait pas de faute d'orthographe, elle est bien habillée, elle est polie, et elle s'excuse quand elle dit n'importe quoi. Mais après, elle redit n'importe quoi, mais elle se réexcuse. Donc voilà, quelle est votre approche là-dessus? Et ça m'intéresse aussi au niveau de l'enseignement, en l'occurrence. Je dis juste un mot avant de vous laisser répondre, parce que c'est important que vous répondiez. Hier, on s'est posé la question, on interrogeait d'un point de vue polysémique la notion d'intelligence artificielle, et je trouve que, Goulven, sur les hallucinations, ce que tu évoques, ça pose la question de est-ce que l'intelligence artificielle a un contraire qui serait la bêtise naturelle? Voilà, juste pour méditer pour la suite. C'est une excellente question. Non, il faut de l'esprit critique, évidemment.
C'est un problème qui est rapproché de celui des fake news, en fait, hein, quand elles sont bien amenées, qu'elles sont présentées par quelqu'un qui est en costume devant une caméra, etc. On a tendance à y croire de manière un peu naturelle. Donc il faut développer cet esprit critique-là. Il faut le documenter, ça, parce que là, tu as donné des exemples qui sont pertinents. Nous, on constate un petit peu la même chose, et on en arrive à remettre en cause le gain de productivité qui paraît évident à tout le monde en informatique. On a une IA qui nous permet de coder plus vite, c'est un gain de productivité. Ben, ça, c'est quelque chose à re-questionner. En fait, ça dépend. C'est un gain de productivité pour celui qui a les connaissances de fond, qui a l'expérience et qui a le regard critique sur ce qui est produit. Là, c'est un outil qui permet de gagner en productivité. Pour celui qui n'a pas ces compétences-là, alors c'est une perte de productivité. Il y a des études qui commencent à montrer ça, que certaines entreprises, pour des équipes un peu jeunes, ont autorisé de l'IA et ont constaté une explosion assez nette de l'ordre de 40 à 50% du nombre de bugs dans certains systèmes, etc. Donc voilà, il faut le regarder avec la distance critique nécessaire, et pour avoir de la distance critique, il faut documenter ces aspects-là, et donc il faut expérimenter et pouvoir y réfléchir. Je vais répondre à la question car elle m'intéresse grandement, puisqu'en fait, nous aussi, au sein même de BPI France, on vit cette évolution en interne dans nos process. Donc, elle m'intéresse grandement, cette question. Et en fait, nous, on le voit vraiment, en tout cas, moi, personnellement, je le vois vraiment comme l'IA, comme une aide, mais ne doit pas se situer aux compétences de. Et ça rejoint finalement ce que dit Cyril. Voilà le petit message, mais très bonne question. On n'a plus le temps. Si tu veux mais je serais ravi de peut-être. répondre à l'issue de cette table ronde. Retrouvez Antoine au stand d'Alouette. Merci à tous et bonne continuation du salon.